Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois de septembre 2021. Et cette semaine, j'ai lu 16 mangas, mais j'ai que 3 séries à vous présenter parce que j'ai pas eu le temps de lire convenablement cette semaine avec le boulot et la fatigue. Et oui, d'habitude je vous présente quand même 7 œuvres. Et donc j'essaye d'en lire une par jour. Mais là, j'ai quand même réussi à lire 16 tomes au total. Donc ça va, hein. Mais au final, il n'y a que 3 œuvres. Mais de plutôt bonnes œuvres que j'aime énormément personnellement. Donc on va commencer tout de suite avec une œuvre qui m'intriguait depuis très longtemps, qui fait parler pas mal d'elle, que ce soit en bien ou en mal, et c'est une intégrale du coup. Je veux bien sûr parler de Bonne Nuit Poun Poun, tome 1 à 13. Donc Bonne Nuit Poun Poun, c'est édité chez Kana le 2 février 2012 pour ce premier tome. C'est un seinen et il est terminé en 13 tomes. Déjà rien qu'à l'extérieur, Bonne Nuit Poun Poun m'avait intriguée par ses couvertures assez simples, avec à chaque fois Poun Poun ou un membre de sa famille en relief. Voilà, j'essaye de vous montrer un petit peu, c'est pas évident à la caméra. Mais voilà, vous voyez un petit peu, il y a du relief, là on voit Poun Poun. Et à chaque fois on a une couleur différente, et c'est vraiment tout le temps ça, je vais vous les montrer un petit peu. Ici, on a l'oncle de Poun Poun. Et j'avoue que déjà, l'aspect m'a énormément plu. J'ai trouvé ça assez original. Donc là, vous voyez, on a juste 3 traits là. Et en fait, il y a derrière Poun Poun, et en fait, c'est ses cheveux. Là, on a la maman de Poun Poun. Ici. Parfois, c'est assez subtil. Là, on a juste plein de triangles des deux côtés. Des yeux avec le visage. Voilà, avec le petit Poun Poun derrière qui sourit. Une représentation un peu diabolique. Alors là, j'ai rien à vous montrer parce que le tome 13, le dernier, c'est juste tout blanc. Il n'y a pas de relief, il n'y a rien du tout, c'est juste tout blanc. Et je trouvais déjà ça intéressant parce que Bonne Nuit Poun Poun, on me l'a vendu comme quelque chose qui est assez traumatisant, assez dur à lire. Et du coup, forcément, ça m'a intriguée. Je voulais voir si c'était vraiment aussi horrible. Donc, j'ai très vite commandé tous les tomes. Et déjà, la première réflexion que je me suis faite en fait en voyant les tomes, alors que j'avais pas encore lu, hein, j'avais l'impression que du coup, vous voyez, au départ c'est coloré. Et ensuite, plus les tomes avancent, à partir du tome 9, ça commence à devenir assez sombre. On a des couvertures plus dark, on va dire, avec des couvertures noires, grises, brunes. Donc j'avais vraiment cette sensation qu'en fait ils voulaient nous montrer déjà à travers les couvertures qu'il y avait une vraie descente aux enfers, que ça allait être de pire en pire. Et ensuite on a ce tome 13 tout blanc. J'avais l'impression du coup que ça allait finir assez bien, que ça allait finir en mode un peu rédemption, vous voyez. Et ensuite évidemment, j'ai enfin lu Bonne Nuit Poun Poun. Alors, il n'y a pas de résumé comme vous avez vu sur les covers. Donc, je vais vous faire un résumé très rapide du tome 1. En gros, on a Poun Poun qui est gosse dans le premier tome. Et ça se passe pas très bien avec sa famille, ses parents se disputent, les adultes, ils sont tous névrosés, c'est la déprime totale. Il était amoureux d'une fille mais elle a déménagé, mais heureusement il y a une nouvelle élève qui arrive qui s'appelle Aiko et il va en tomber amoureux, mais ce petit Poun Poun est très timide et du coup il va un petit peu galérer à s'en approcher, à lui parler. Et à côté de ça, le père de Poun Poun va finir en prison. Et son oncle va emménager avec lui et sa maman parce qu'il y aura eu une énième dispute, sauf que celle-ci sera assez grave car la maman de Poun Poun va finir à l'hôpital. Ah, donc en gros, le résumé du tome 1. Là vous vous dites, ah c'est sympa dis donc, on commence bien, il y a une bonne ambiance. J'ai été assez scotchée par Bonne Nuit Poun Poun. Déjà c'est sûr et certain, ce n'est pas une lecture pour tous, donc vraiment si vous êtes sensible,
ne lisez pas Bonnie Poon Poon vraiment, parce que ce n'est vraiment pas pour tout public à mon avis. C'est parfois assez dur à comprendre. J'ai regardé un petit peu quelques avis après ma lecture. Et j'ai vraiment vu que soit des gens adoraient Poon Poon et avaient été ultra touchés par l'histoire, ultra marqués, voire même traumatisés. Et d'autres qui trouvaient ça juste très nul et très chiant et très redondant. Je ne pense pas que Bonnie Poon Poon ça soit une bonne ou une mauvaise œuvre. Je pense que Bonnie Poon Poon c'est une bonne ou une mauvaise œuvre selon la personne qui le lit. Parce qu'en fait on ressent tout de manière différente. Et Bonnie Poon Poon en fait c'est une expérience je trouve. C'est un manga qu'on doit découvrir par soi-même sans forcément se focaliser sur les avis des autres. Parce que vraiment ce manga on va le prendre chacun d'une manière différente en fonction je pense de notre vécu, de notre façon de penser. Personnellement j'ai bien aimé Bonnie Poon Poon. Il y a des passages qui m'ont un petit peu saoulée, même si rien n'est fait au hasard dans Bonnie Poon Poon. Je le sais, je le comprends. Mais il y a certains passages qui m'ont un petit peu gonflé quand même. Par exemple l'histoire de la secte. Pour ceux qui ont lu Bonnie Poon Poon, je sais qu'il y en a qui l'ont adoré, d'autres qui l'ont détesté. Moi je fais partie des gens qui l'ont pas forcément apprécié, qui ont trouvé ça un petit peu chiant, même si je sais qu'il y a un sens derrière. Ça me gonflait quand même et ça me sortait un petit peu de l'histoire tout de même. Mais sinon, Bonnie Poon Poon c'est quand même une vraie descente aux enfers. Il commence pas très bien Bonnie Poon Poon, ça finit de manière assez étrange, je suis un petit peu perplexe par la fin et je ne pense pas que ça soit une mauvaise fin pour autant, je pense plutôt que c'est une fin à la Bonnie Poon Poon en fait. C'est un petit peu étrange tout le long et ça se termine un petit peu étrangement également. Tu finis un peu perplexe, je trouve que ça convient à l'œuvre. Après je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui ont été frustrés par la fin. Mais voilà, moi c'est mon ressenti, je trouve que ça va avec l'œuvre, avec l'ambiance qu'il s'en dégage. Les personnages sont plutôt intéressants, j'ai bien aimé le fait qu'ils soient quand même assez développés. Il y a certains qui sont assez secondaires, donc c'est vraiment cool. Et j'avais une certaine sensation, je sais pas si d'autres personnes l'ont ressenti, mais il y a des fois, par exemple, voilà, on suit l'histoire de Poon Poon, mais des fois, hop, on passe par exemple à l'histoire de son oncle. Et je trouve que l'histoire de son oncle est par exemple très intéressante. Mais d'un coup on va passer à Poon Poon de nouveau. Et à ce moment-là je suis frustrée, je me dis ah non je voulais encore un petit peu découvrir l'oncle, j'en voulais plus. Et au final j'ai du mal à retourner vers Poon Poon. Mais après au fur et à mesure de la lecture, c'est bon, on se réhabitue au personnage et à sa petite vie et au quotidien. Mais en fait, j'avais cette sensation qu'à chaque fois qu'on abordait, on va dire, l'arc d'un personnage autre que Poon Poon, et ben c'était vraiment super intéressant, mais ça finissait de manière assez brute pour retourner ensuite sur Poon Poon, et j'étais pas prête. J'étais pas prête, j'en avais envie de plus. Et c'est vrai que quand on aborde un petit peu les arcs des autres personnages, ensuite une fois fini, et ben on les voit plus beaucoup, et c'est aussi également dommage. Mais sinon, Bonnie Poon Poon, c'est une vraie critique de la société, une vraie critique du tout. Il y a une secte complètement allumée, ça parle d'énormément de sujets très sérieux, très problématiques. On a énormément d'agressions sexuelles. Le manga est très focus sur la sexualité. Hein. Il y a énormément de phrases très vulgaires, pas mal de passages de sexe, des références au sexe. Enfin, c'est vraiment centré un petit peu quand même sur le sexe, je trouve. On a des agressions sexuelles, des violences domestiques, des violences tout court, de la pédophilie, des viols, suicides et des tentatives de suicide. C'est vraiment pas un manga joyeux. Autant vous le répéter tout de suite. En fait, je pense que si vous cherchez un sujet, je pense que Bonnie Poon Poon l'aborde. Sans souci. La Bonnie Poon Poon, c'est vraiment pas pour tout le monde. C'est une lecture à lire avec pas mal de recul et quand ça va dans votre vie. Hein, parce que si ça va pas, n'allez pas vous miner le moral avec Bonnie Poon Poon, ça serait pas super cool. En tout cas, Bonnie Poon Poon, j'ai trouvé que c'était une lecture intéressante, très touchante à certains moments. Et je ne saurais dire en fait si j'apprécie Poon Poon ou pas. Qui m'a parfois touchée, parfois un peu effrayée, parfois mis mal à l'aise et parfois mis en colère. Il y a des fois, il semblait se complaire dans
solitude et dans sa tristesse. Et j'avais l'impression qu'il n'essayait pas de s'en sortir alors qu'il pouvait. Techniquement, s'il veut être heureux, il pourrait. Il se met constamment des barrières. Et il a subi pas mal de traumatismes également. Donc c'est assez compliqué franchement de juger Poun Poun en fait. Et j'ai vraiment apprécié ce manga et je suis contente de l'avoir finalement dans ma collection et de l'avoir enfin lu. Et pour juste finir avec Bonnie Poun Poun, je voulais juste vous montrer derrière les covers. Là aussi je trouve ça assez intéressant et parfois assez étrange. Ouais, dans le tome 1, on a des sortes de petits gribouillis comme ça. La folie de ce manga en fait, ça va jusqu'au cover, donc je trouve ça incroyable. Là on a une sorte de photographie, j'ai envie de dire. Où on voit une pyramide. Ici on a un jeu. Avec, vous voyez, le départ, piège, arrivée, enfin... Ok. Ici on a juste une planche d'un moment du manga. Encore une sorte de photographie à la plage. Celui-là il me fait trop rire. Vraiment plein de têtes de chat sur la tête d'un chat. Et puis là on a le chat de manière normale. Une photographie avec les visages floutés. Voilà. Là aussi il est assez marrant. Hop, ensuite on a une sorte de résumé comme si on avait un autre manga dans notre manga. Là on a un énorme texte. Je vous mettrai des photos si vous voulez lire le texte. C'est assez perché, voilà, c'est recto verso. Ici encore une photographie. Voilà. Celle-là je la trouve très très jolie. On a du coup le personnage d'Aiko. Et c'est une cover très colorée. C'est vraiment joli. Je m'attendais pas à avoir quelque chose d'aussi coloré derrière cette couleur citerne. L'avant-dernier. Voilà. Et pour finir, très joli également. Aiko comme ça. Il n'y a rien derrière, c'est juste ici. Voilà. Je trouve que si on réfléchit bien, chaque cover en fait correspond assez bien au tome qu'on lit. Et ça je vous laisse plutôt découvrir si vous voulez découvrir Bonnie Poun Poun. Voilà, je vous laisse découvrir, mais je trouve que c'est finalement très très bien travaillé, très bien trouvé. Et évidemment, c'est vrai que je vous ai pas montré, mais les dessins sont incroyablement bons. J'avais vraiment envie de vous montrer juste ces planches là parce que je les trouve trop belles. Qui se suivent comme ça, en double page à chaque fois. Je les trouve incroyables. La beauté de l'œuvre. Voilà, en bref, Bonnie Poun Poun, si vous êtes sensible, ne lisez pas l'œuvre. Faites-vous votre propre avis sur l'œuvre également. N'écoutez pas les avis positifs comme négatifs parce que je trouve vraiment que cette œuvre en fait est à découvrir de manière assez personnelle. Parce qu'on va vraiment tous prendre cette œuvre de manière différente et l'aborder de manière différente. Ensuite, on va parler d'un manga que j'aime énormément également. Goblin Slayer Year One. Donc c'est le premier spin-off de Goblin Slayer hein, où on suit vraiment du coup notre crève gobelin, où on en apprend un peu plus sur lui avant qu'il ait ses compagnons et tout dans l'histoire principale. Du coup c'est bien, on en apprend sur son passé, sur le passé de certains personnages comme la fermière également. On comprend pourquoi elle est devenue comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe un peu dans sa tête, parce que par rapport à la série principale, monsieur parle quand même pas mal plus, donc c'est cool parce que dans la série principale, hein, on a plus l'impression qu'il lâche des onomatopées plus qu'autre chose. Et on découvre aussi d'autres personnages qui du coup a croisé la route de notre cher crève gobelin et qui ont disparu depuis puisqu'on les voit même pas dans la série principale. Donc Goblin Slayer c'est édité chez Kurokawa le 11 mars 2020 pour ce tome 6, c'est un seinen et il est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 9 décembre. Ce tome est super épais d'ailleurs. Mais voilà, ce tome il est dans la continuité des autres. Moi j'aime beaucoup la série principale
Et bah, je prends les spin-offs également parce que j'aimais vraiment énormément cet univers. Je pense que vous l'avez remarqué avec les figurines que j'achète à chaque fois qu'elles sortent. En plus les dessins sont plutôt cool. Les combats sont plutôt propres, compréhensibles. Donc c'est bien parce que vraiment on en apprend plus sur notre cher Crève Gobelin. Dans ce tome-là, on découvre du coup un nouveau personnage, c'est cette demoiselle qui était assez intéressante. Ils font une sorte d'aventure ensemble parce que c'est, on va dire, sa cliente. Et bah c'était plutôt intéressant. On voit du coup que notre cher Crève Gobelin a déjà fait équipe avec d'autres gens dans le passé, même si là c'était une cliente. Et voilà, qu'il a eu une vie avant de rencontrer nos héros. On en apprend plus sur lui, on en apprend un peu plus sur son maître, on voit quelques flashbacks, donc c'est cool. On voit aussi notre chère fermière qui est son amie d'enfance. Et on voit également deux personnages qui, dans la série principale, du coup, font équipe. Et ben on voit comment leur duo se forme et bah, c'est franchement super cool de les voir, de vraiment creuser pas seulement le Crève Gobelin, mais également les personnages secondaires. Donc c'est vraiment cool, moi j'aime beaucoup pouvoir en savoir plus sur tous les personnages qu'on croise dans la série principale, c'est intéressant. Et voilà, c'est travaillé, donc c'est vachement cool. J'ai hâte de lire la suite, d'en savoir encore plus sur le passé du Crève Gobelin et potentiellement d'autres personnages secondaires, donc vivement la suite. Et pour finir avec du coup ce bilan de lecture de la semaine, je vais vous parler de l'Oxalis et l'Or, tome 3 et 4. Ce manga est une pépite très méconnue et je l'ai déjà dit sur cette chaîne, mais ça me fait vraiment beaucoup de peine en fait que j'ai envie de dire que personne connaisse cette série. Elle est toujours en cours, hein, elle est assez récente. L'Oxalis Sailor, c'est édité chez Glénat le 17 mars pour le tome 3 et le 18 août pour le tome 4. C'est un seinen et il est en cours actuellement, le tome 5 n'a pas encore de date. L'Oxalis Sailor, c'est pas incroyable niveau dessin, hein, je l'admets. C'est assez simple en fait. Malgré tout, c'est pas repoussant non plus. Et l'histoire est vraiment bien, c'est un manga historique. Donc on suit d'abord la grande famine qui a eu lieu en Irlande. Nos deux petits héros qui quittent l'Irlande pour essayer de survivre et de faire la fameuse ruée vers l'or. C'est cool, on suit vraiment leur aventure pour voir s'ils vont réussir à trouver de l'or, enfin voilà. Ils vont rencontrer des personnages qui sont plutôt intéressants, plutôt attachants et j'espère qu'on les recroisera un petit peu par la suite. On rencontre encore de nouveaux personnages au fur et à mesure de ces deux tomes, tout aussi intéressants, hein. Ils avancent petit à petit dans leur quête, dans leur voyage. On rencontre des véritables personnages qui ont existé dans la vraie vie, notamment Bill le boucher, ainsi que les clans. On rencontre du coup également Théodore Judas, qui était un ingénieur connu pour avoir été chargé de construire la première ligne transcontinentale américaine. Il vivait littéralement pour les trains, hein, et sa femme l'accompagnait et était un vrai soutien pour lui. Et donc on les voit dans le manga et c'est super cool. Et on aborde voilà, plein de sujets assez réalistes, assez durs aussi, hein. Je rappelle qu'on a vu des morts, qu'on a pas mal de violence. C'est un manga historique sur une période pas très joyeuse, hein. Le manga, c'est quand même avoir quelques moments assez légers. C'est bien écrit, c'est assez simple à comprendre, donc ça se lit vraiment tout seul, c'est très intéressant. Et on a également une partie du coup sur l'esclavage. Mais du coup c'est vraiment un manga historique très intéressant que j'aime énormément. Même si les tomes mettent un petit peu de temps à sortir, c'est pas grave, je suis patiente. Au moins je lis cette série tranquillement. Mais franchement, si vous aimez les mangas un peu historiques, mais lisez l'Oxalis et l'Or, il est incroyable, il est vraiment très très bon, avec un duo vraiment très attachant et très intéressant à suivre. Sur ce bilan de lecture est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je n'avais que 3 œuvres, hein, je me suis un petit peu attardée surtout sur Bonne Poon Poon parce qu'on avait pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à me dire du coup vos lectures de la semaine, et si on a des lectures en commun ou non. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews que je publie tous les jours ou presque. J'essaye, c'est pas évident en ce moment avec le boulot. Et sur ce, eh bien passez une bonne journée!